Bonjour à tous. Nous, on va vous faire une présentation avec le regard direction de qualité, gestion des risques pour le centre hospitalier Orsen. Donc, je suis Justine Racé, responsable de la direction de qualité, gestion des risques, et je suis accompagnée de Dr Abdé Selem, qui est notre médecin coordinateur de la gestion des risques associés aux soins, qui nous a accompagnés sur la visite de certification. Et on s'excuse, Madame Leporte n'a pas pu être présente aujourd'hui, donc on fera une présentation à deux voix. Alors, on va commencer avec un peu de théorie. Je pense que ça fera un peu d'écho avec la présentation de Dr Darès juste avant. On a fait court. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur la certification qu'on a choisi des messages synthétiques, on espère en tout cas. Et on sera évidemment ouvert aux questions après s'il y en a. On a voulu commencer par des idées reçues, des choses qu'on entend, en tout cas qu'on entendait avant cette nouvelle version du référentiel. La première, c'était que finalement, la certification, c'était juste un moyen de nous classer entre établissements selon nos pratiques et ce que finalement on faisait au quotidien pour les patients. Donc évidemment, ce n'est pas du tout l'objectif de l'autorité de santé. L'objectif, c'est vraiment d'évaluer des organisations, évaluer les pratiques dans l'établissement, avec un objectif unique, c'est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins et en fait, simplement la bonne prise en charge des patients. La deuxième, c'était une autre idée reçue sur le fait que la certification repose que sur la gouvernance, la direction, l'encadrement et pas forcément sur les professionnels qui sont au contact des patients. Et ça, vous verrez que c'est un peu du passif, je pense, de comment a été construit ce dispositif. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas et j'espère que ceux qui étaient là pendant la certification s'en sont rendus compte. Les experts visiteurs ont passé beaucoup plus de temps, en tout cas passent désormais beaucoup plus de temps au contact des équipes, des professionnels, que de la direction, de la gouvernance, etc. Mais en tout cas, au niveau direction, très peu vu en interview, comparé aux évaluations qui sont réalisées directement dans les services. Donc, tous les professionnels sont concernés, et ça, c'est aussi un message sur lequel on a insisté, nous, dans la préparation des équipes, ou en tout cas dans les communications qu'on a fait, et on va y revenir plus tard, sur le fait que vraiment, on est tous importants à l'hôpital et on sera tous concernés par cette visite. Et la troisième idée reçue, qui est souvent un peu plus difficile à déconstruire, c'est le fait que la certification n'est qu'une photo à un instant T. On vient nous voir aujourd'hui, mais finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé hier, on ne sait pas ce qui se passera demain. Ça, c'est souvent ce qu'on entend. Alors, on le nuance, ce n'est pas qu'une photo à un instant T pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'avant la visite, les experts, ils ont accès à certaines données. Déjà, ils ont accès à nos anciennes visites de certification. Ils savent ce sur quoi on était bon ou un peu moins bon. Donc, ce sur quoi on aurait dû travailler ou ce sur quoi on a travaillé. Ils ont également accès à des documents qu'on leur transmet plusieurs mois avant la visite. Projet d'établissement, plan blanc, indicateurs, etc. Ils ont accès à certaines données de satisfaction des patients. Bref, ils ont quelques données en amont de la visite, qu'ils peuvent consulter pour préparer leur venue au sein de l'établissement. Et également, durant l'évaluation, et vous en êtes sûrement rendu compte, ils n'ont pas seulement interviewé des patients hospitalisés, ils ont aussi regardé des dossiers de patients sortis dans les mois précédents, notamment avec la méthode du parcours traceur. En fait, ils sont allés voir dans les dossiers comment on avait tracé sur les mois précédents, en l'occurrence les 2 mois d'avant. Donc, ce n'est pas forcément une photo en instant T, même si pour effectivement les observations, les interviews professionnelles, c'est aujourd'hui on vous pose la question, bien sûr, ça c'est de l'instant présent. Voilà, ça c'était la petite introduction des 3 idées reçues. Alors on en a plusieurs, mais on va en aborder d'autres dans la présentation. Donc là, pour rentrer vraiment dans la théorie, la certification des établissements de santé, elle a été introduite avec suite aux ordonnances, à l'ordonnance précisément du 24 avril 1996 qui vient instaurer une démarche externe d'évaluation des établissements de santé avec 2 objectifs. Assurer une amélioration continue du fonctionnement des établissements de santé, c'est-à-dire que dans notre routine, dans nos façons de fonctionner, on fasse de l'amélioration continue, on s'évalue, et avec évidemment l'objectif de garantir des qualités et sécurité de prise en charge pour les patients pris en charge dans les établissements. Donc, de façon scolaire, on a fait pareil, on a repris le texte du Code de la santé publique qui décrit en fait cette évaluation externe. Donc, afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée certification.
Et donc après, ils expliquent que c'est conduit par l'autorité de santé, que ça vise à apporter une appréciation indépendante, donc autrement dit extérieure, sur nos pratiques. Et donc en synthèse, ce qu'il faut en retenir, c'est une évaluation externe indépendante pour tous les établissements de santé, donc on est bien sur le secteur sanitaire, public comme privé, donc tous exposés à cette même évaluation par l'autorité de santé tous les 4 ans. Alors il y a quelques subtilités, mais grosso modo c'est tous les 4 ans. Et puis en réponse à des critères, donc là on rejoint un peu l'explication de la norme juste avant, à des critères définis, des exigences, donc selon un référentiel qui est établi. Et donc l'objectif, c'est la qualité des soins pour les patients. Alors très rapidement, je vais tout dérouler, très rapidement les évolutions du dispositif. Alors de façon succincte, ordonnance, donc on a vu en 96, mise en place 99 du premier référentiel, où là on est sur une évaluation externe pour évaluer le fait qu'on ait mis en place des démarches d'amélioration continue dans les établissements de santé. On passe ensuite à une nouvelle évolution, 2005, mise en application 2007, où là, on va aller regarder si les professionnels s'évaluent dans les services de soins. C'est un peu la naissance des EPP. Version suivante, V2010, là, on vient mettre en place, l'autorité de santé met en place des exigences, des pratiques exigées prioritaires, donc des points d'attention spécifiques dans le référentiel, donc sur lequel ça accentue un peu plus le niveau d'exigence. La V2014, je pense que c'est celle qu'on connaît peut-être un peu tous, puisque c'est la plus récente avant la nouvelle version qu'on a vécue récemment. Là, ça a été vraiment l'introduction du patient traceur, donc de l'interview du patient lors de l'évaluation, et plus seulement de l'interview de la gouvernance et des professionnels dans l'établissement. Et puis, renforcement, effectivement, au niveau gestion des risques, plan d'action en V2010 et V2014. Et sur cette dernière version, changement un peu plus radical d'approche. Alors, l'autorité de santé considère qu'on a acquis toutes les exigences précédentes, on fait des évaluations de pratique, on maîtrise le patient traceur, on fait de la gestion des risques, etc. Et maintenant, elle vient voir comment on se saisit de nos résultats suite à ces évaluations. Et puis, elle est davantage sur le terrain, donc au plus proche des patients et des professionnels. Donc, très succinctement, cette nouvelle version, cette dernière version-là, là, actuellement, on est à un référentiel 2024, puisqu'il y a des évolutions à tous les ans. On a un référentiel qui est décomposé en 3 chapitres. Le premier concerne les patients, le deuxième, les professionnels, et le troisième, l'établissement de santé. Dans chacun des chapitres, on a des critères qui s'appliquent vraiment à ces 3 cibles, les droits des patients, par exemple, la maîtrise des bonnes pratiques par les équipes, et puis l'organisation un peu de la structure pour la partie établissement. Avec des critères génériques, on en a 91, c'est-à-dire des critères qui vont s'appliquer à tous les établissements, peu importe le type ou les patients accueillis, et 41 critères spécifiques, autrement dit, qui vont s'appliquer selon nos activités, selon notre patientèle. Exemple, on a un service de maternité, on va avoir des critères sur maternité. On a des patients âgés ou des patients mineurs, on aura des critères, etc. Donc des spécificités, quelques spécificités pour les établissements selon leur activité, population, type de prise en charge. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le manuel, ça, c'est l'exemple d'un critère. Donc, on a pris un critère, voilà, le patient a pu désigner la personne de prévenir et la personne de confiance de son choix. Et on vous a expliqué comment c'était construit. Donc, vous avez une petite introduction du critère. Ensuite, vous avez le périmètre. Donc là, c'est tout l'établissement. Donc, ça s'applique à tous nos services. Critères standards, donc c'est une exigence voilà, qu'on doit respecter. Et ensuite, on a les éléments d'évaluation. Je vais essayer de vous mettre un peu ici. Donc là, vous savez qu'on va aller interroger le patient et qu'on va aller interroger les professionnels sur les éléments qui sont écrits juste là. Et vous avez ici, et ça rejoint l'idée reçue numéro 3, je crois, sur le fait que l'autorité de santé a déjà, avant de venir, des indicateurs. Donc là, en l'occurrence, les IQSS sont des indicateurs nationaux diffusés publiquement et que la autorité de santé, du coup, peut consulter en termes de résultats. Et on a également ici des références, alors légales et réglementaires, mais aussi des recommandations, des fiches pédagogiques, des choses qui peuvent nous permettre d'expliquer ces critères,
voilà, pouvoir objectiver pourquoi ils ont établi ce critère-là en fonction de quel texte. Et donc, on a la même chose pour les critères dits impératifs. Donc là où il est en rouge, ce sont des exigences que l'on doit absolument maîtriser. Et donc, il y en a 17 dans le référentiel. Et donc, pour terminer la partie théorie, juste voilà, vous montrer que la démarche, elle se fait en plusieurs temps. Alors, l'engagement dans la démarche, c'est plutôt la partie un peu administrative. Je vais peut-être vous l'épargner. C'est justement là où on définit nos services, notre population cible, etc. Donc, pour définir les critères qui seront applicables. Ensuite, on a la partie évaluation interne, facultative, mais fortement conseillée pour les établissements. La visite de certification, la décision, donc qui peut prendre quatre formes. Certification avec mention, certification sous condition ou non certification, et puis une publication des résultats. Et bien sûr, en fonction du résultat, 4 ans plus tard, on recommence ce cycle-là. Donc, on aurait pu le présenter en cercle d'ailleurs, ça aurait peut-être été plus visuel, mais voilà, pour la partie théorique. Et maintenant, on va passer un peu à la pratique. Je vais laisser la parole au docteur Abdeselem pour vous parler de l'approche de cette dernière visite de certification au CHRCN, surtout sur le volet évaluation interne et communication, ce qui nous a paru faire écho aussi aux présentations des uns et des autres. Bonjour. Moi, je suis docteur Abdeselem, je suis un médecin urgentiste. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans l'établissement. Je suis en équipe de qualité depuis déjà 3-4 ans. J'ai assisté en direct à la visite dans l'année dernière. Effectivement, on a reçu les experts, il y avait un nombre de 6 ou 7 qui étaient, c'était tous des soignants, c'était des médecins, il y avait des sages-femmes, il y avait des chirurgiens, un directeur d'établissement. Je suis d'accord, c'est une période un peu stressante pour toutes les équipes en santé, quand on va dans les services, tout le monde est stressé. Le but, ce n'est pas un jugement, mais c'est surtout un but d'amélioration et pratique. Et quand on a fait soit l'évaluation pour faire, déjà quand on a fait l'audit interne et après je vais rentrer dans l'évaluation, il n'y avait aucun regard de jugement. Au contraire, tout ce qui était en valeur, tout ce qu'on faisait bien tout le temps, on a toujours mis en avant, on a toujours exposé pour dire il n'y a pas que des choses pas bien, il y a aussi des choses bien qu'on fait dans notre établissement, on les a tous mis en valeur. On a tous mis en valeur et après, bien sûr, il y a des points d'amélioration. Il y a des points d'amélioration qu'il fallait lancer, des points d'action avec les équipes et tout ça. Alors, on a commencé déjà, c'était en 2022, fin novembre, on a essayé de faire ce qu'on appelle un audit interne. C'est-à-dire, on a essayé, on a écrit à tous les RSI et à tous les cadres un courrier et on a fait, malheureusement, on n'a pas trouvé le cahier de l'audit interne ciblé sur les critères impératifs. C'était au nombre de 15 avant, ce n'était pas 17. Alors, il y en a 17 et il y en avait 15 applicables pour le CHRCN. Voilà, on s'est focalisé sur ces 15. On avait 15 et dans ces critères impératifs, il fallait les maîtriser. Surtout, il ne fallait pas les rater. Si on rate un des critères impératifs, ce n'est pas pour la certification, pour l'accréditation derrière. C'est des choses très importantes, de l'urgence vitale, sur le risque infectieux, sur des choses assez importantes qui tournent tous autour des patients. On a envoyé des cahiers d'audit à tous les services. Le but, c'était que le chef de service avec le cadre, de faire des groupes de travail avec une infirmière, une aide-soignante, un brancardier, toutes les équipes soignantes, et de répondre sur une grille, effectivement, qui est établie par l'HAS, un référentiel. Formulation des questions par oui ou non, pour savoir on était où, on est à quel niveau. Ça a duré 2 mois, 3 mois. Je pense qu'on a commencé à récupérer les cahiers à partir de mars 2002. Et c'est vrai, j'aurais aimé avoir un slide pour que les résultats qu'on avait. Il y avait des secteurs où on n'était pas bon. Il y a des secteurs où on était bien. Il y avait des secteurs où il fallait faire quelque chose, il fallait faire des choses. Bon, après, c'est la réalité du terrain. Est-ce que c'est la norme? Je dirais oui, c'est la norme. Parce que c'est des choses qui concernent les patients. Il fallait faire des choses. Comme la chariot d'urgence qui n'étaient pas en norme, comme l'urgence vitale qui n'était pas maîtrisée, comme il y avait des choses qu'il fallait faire, il fallait essayer de... Il fallait faire, il fallait améliorer les choses. Après, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été faites,
on a récupéré le résultat, on a fait une synthèse générale pour tout ce qui est hôpital Évreux-Vernon. Et après, on a commencé à faire une évaluation pour habituer les soignants pour la visite. Et les habitudes sur la méthodologie pour approprier les méthodes de l'HAS sur des outils de travail, ce qu'ils appellent le patient traceur, les traceurs ciblés, parcours traceurs. C'est des méthodes de travail pour essayer d'aller voir les critères, est-ce qu'ils sont respectés dans le service. Par exemple, un patient traceur, c'est quoi? Un patient traceur, on demande au patient s'il est d'accord qu'il y a un groupe de personnes, un médecin. On était 3 médecins, il y avait moi, il y avait un médecin extérieur, c'était un docteur Petit, et puis il y avait Mme Mina qui était déjà médecin. S'il accepte d'être interrogé sur sa prise en charge de manière globale, accompagné par une équipe de qualité ou un cadre de l'équipe de qualité, on aborde le patient et on va voir le patient. On l'interroge de la prise en charge, de l'accueil, de sa prise en charge, est-ce qu'il est impliqué dans la prise, est-ce qu'il est informé, impliqué, mais à aucun moment on rentre dans le diagnostic. On ne rentre pas dans le diagnostic. Pourquoi ce diagnostic? Est-ce qu'il y avait sur le. Je dirais, on ne va pas surtout dans le dossier médical. On va essayer surtout le patient, comment il a été pris en charge sur le bracelet. Est-ce qu'il porte son bracelet? Est-ce que son intimité est respectée? Il y a des critères, il y a un référentiel. On répond par des croix, oui ou non, oui ou non, oui ou non. Et après, on fait une réunion avec l'équipe, tous les corps de métier, les infirmiers, cadres, soignants, tout le monde. Et puis, on essaye de croiser le vécu du patient avec le sentiment du soignant. Et de là, il y a des choses qui sont bien, on les met aussi en valeur. Il y a des choses qu'il faut corriger, qu'il faut améliorer. Et on lance des plans d'action. C'était ça le principe des outils de l'HAS. Pour moi, c'est vrai, on parle non, pas non, mais de toute façon, c'est des pratiques, des pratiques qu'il faut corriger des fois quand ils sont pas maîtrisés, voilà. Et puis il y avait d'autres méthodes comme le parcours traceur. C'est des parcours qui sont définis pour aller voir est-ce qu'il y a une coordination entre les équipes. Par exemple, je cite un exemple, on va dire allez, un patient qui vient par le SMUR, qui va passer aux urgences, après il va partir en RIA ou il va partir en médecine. Là, le patient n'est pas interrogé, mais par contre, on suit le parcours du patient, on le suit physiquement, et on essaie de voir est-ce qu'il y a une coordination, est-ce qu'il y a un travail avec les équipes, est-ce qu'il y a quelque chose qui est établi, est-ce qu'il y a des procédures, est-ce qu'il y a une façon de travailler ensemble. Et tout ça, ça tourne autour des patients. Après, il y a les traceurs ciblés qui apportent sur les médicaments, qui apportent aussi sur l'hygiène. C'est des méthodes de travail. On a fait au total. On avait fait 23 patients traceurs, par exemple, un parcours traceur, et on a fait plus de 25 traceurs ciblés aussi, en essayant d'aller vraiment, on avait cartographié tous les services pour essayer d'aller vraiment voir tous les services. Ouais. Que chaque service ait au moins 1 ou 2 méthodes, voire pour certains toutes les méthodes, si c'était vraiment dynamique et volontaire. Mais voilà, on avait essayé de graduer pour que tout le monde soit vu. Et on avait également fait une synthèse des résultats de façon visible, avec effectivement, vous voyez, c'est un petit, mais en vert, vraiment les points forts. C'est important pour nous de aussi rassurer les équipes sur le fait que, en fait, ils sont professionnels, ils font plein de belles choses. Et c'était aussi un encouragement à continuer ça. En disant, voilà, c'était des choses qu'on a appréciées. Même parfois, on a marqué des éléments qui étaient hors grille, sur des choses qu'on a vraiment trouvées intéressantes pour le parcours du patient. Et puis, évidemment, des points à améliorer, donc des petites choses qui nous avaient, au regard de la grille, peut-être un peu alertés. Voilà. Et on avait mis des points de vigilance un peu plus spécifiques quand vraiment on notait un écart un peu plus important et peut-être un axe de travail prioritaire pour les services. Avec aussi un plan d'action à faire par le service. Et l'objectif, c'était de pouvoir peut-être aussi afficher ce document auprès de ces équipes pour que ceux qui n'ont pas participé aux méthodes puissent avoir les résultats et voilà, que ce soit une communication dans l'équipe. Et la dernière phase de l'évaluation interne, c'était les audits de système. Donc ça, on a terminé par ça.
avec quelques entretiens avec des professionnels, très peu. On a plutôt essayé d'identifier au niveau des directions fonctionnelles les éléments de preuve qu'il fallait mettre en place. L'audit système, c'est vraiment des audits sur des thématiques ciblées. Il y avait la maîtrise des risques, l'amélioration continue, la qualité de vie au travail. Enfin, c'était des thématiques plus globales. Et l'entretien professionnel, c'était des entretiens sur toutes ces thématiques-là, donc un multithème proposé à une équipe présente dans un service, professionnel présent, et on venait leur poser des questions sur ces thématiques. On avait volontairement un peu moins creusé ce sujet-là, pour vraiment s'intéresser aux 3 méthodes précédentes qui allaient être le plus déployées dans les services, en tout cas en termes de préparation des équipes. Alors si je me permets juste de revenir avant, en fait, on vous a présenté cette partie pratique selon 3 volets. Donc, en termes d'SLM, vous a parlé de l'évaluation interne, de notre objectif de s'approprier les nouvelles méthodes, notamment du traceur ciblé, du parcours traceur et de l'audit système. Et puis ensuite, on voulait insister sur la partie communication, qui nous a vraiment paru être le point clé, en tout cas pour une direction qualité auprès des équipes, pour préparer justement à ce ressenti de l'évaluation de l'audit et à ce stress qui peut aussi être présent quand on a ce type d'évaluation. Donc sur la communication, tout au long de cette préparation, déjà, donc avant la visite, on a essayé vraiment, on s'est attelé à diversifier les types de communication. Alors, je ne sais pas pour les professionnels qui sont présents si c'est quelque chose que vous aviez perçu, mais on a essayé d'avoir des communications juste orales, verbales, sans forcément de support. On est intervenu en staff, on est intervenu dans les services en forme de déambulation, questions-réponses des équipes. Voilà, tout venant, toute question posée, on y répondait. Il n'y avait pas trop de fil conducteur. Le but, c'était plutôt d'être à l'écoute des équipes. On a aussi fait des points plutôt individuels, s'il y avait des cadres ou des médecins qui en ressentaient le besoin. On a diversifié au plus ces communications. Évidemment, c'est quand même passé par de l'écrit. On a un médecin, docteur Petit, un médecin consultant qui avait fait notamment une lettre qualité. Nous, on a fait des petits livrets, des quiz. Au niveau numérique, on a diffusé des quiz en ligne avec des QR codes. On a mis en place une télé sur Hébreu. Bref, on a essayé de diversifier les canaux en se disant qu'un professionnel ne va pas pouvoir accéder à tous ces supports de communication, mais peut-être comment il en verra un ou deux, ou en tout cas, il sera peut-être sensible à un type de communication différente. Évidemment, on avait des variables aussi. Il y avait forcément de la communication un peu formelle, notamment tous ces passages en instance, voilà, les choses où nous, on allait présenter la démarche, où on en est, comment ça va se passer, mais on avait aussi une communication, en tout cas, on a essayé, un peu plus ludique, notamment par des jeux. Je pense à la pharmacie qui a fait un jeu sur les médicaments à risque. On a fait des quiz, voilà, on est passé dans les services. Et puis, individuel ou groupé, en assemblée générale ou en rendez-vous individuel, on a essayé aussi de repasser des messages. Et parmi les messages, un des enjeux pour une direction de qualité, c'est aussi de préparer les professionnels à la tenue d'une évaluation. Déjà, un audit, en fait. Comment ça se passe, les méthodes, le programme, mais aussi la posture de l'évaluateur et de l'évalué. C'est ça où on est revenu un peu tout à l'heure dans les échanges, c'est l'expert nous dit que, on n'ose rien dire, comment on s'articule cet échange et cette position d'évalué et d'évaluateur. Là, on vous a mis, pour l'anecdote, quelques retours de professionnels qu'on a eus lors de l'évaluation interne et qui nous ont marqués, ou en tout cas sur lesquels on s'est appuyé pour améliorer notre communication, ou en tout cas essayer de rassurer, répondre au mieux. Premier exemple, une soignante, on ne citera pas les services, une soignante qui montre une collègue et qui dit notre collègue elle est intérimaire, elle a son alliance, mais elle ne peut pas savoir qu'il faut la retirer. Donc à cause d'elle, on sera mauvais, puisqu'elle ne savait pas, elle est intérimaire, elle ne savait pas, ce n'est pas de sa faute, mais voilà. Premier exemple. Deuxième exemple, on l'a eu plusieurs fois, je serai en congé lors de la visite, c'est volontaire, je suis trop stressée, je ne suis pas prête, je n'ai pas envie de répondre. Voilà. On a eu aussi quelques jours avant la visite dans un service, voilà, quelqu'un qui nous disait ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, une façon de peut-être aussi décharger un peu la pression, on va dire. Et puis, certains qui nous ont demandé est-ce qu'on peut avoir la grille de l'entretien professionnel, on voudrait réviser. Voilà. On ne l'a pas transmise, on m'a dit. Donc nous,
on a ces messages. Nous, notre rôle, et c'est vraiment, j'espère, on a essayé de le faire tout au long de cette préparation, et je dis, nous, c'est vraiment toute la direction qualité, hein. Je pense aussi à l'hygiène, aux médicaments, tout le monde vraiment a essayé de redonner du sens. L'infirmière intérimaire, le port de l'alliance, ça ne s'applique pas qu'aux sages-faire. En fait, c'est de recomprendre, d'essayer de recontextualiser l'attendu, la bonne pratique, et puis après, évidemment, dans le cadre d'une évaluation. Mais vraiment, l'objectif déjà de redonner du sens. Donc évidemment, pédagogie, réexplication, réassurance, et puis écouter les questions et essayer d'y répondre. Là, on l'a fait beaucoup en déambulant dans les services. Alors, on a appelé ça les déambulations. On est allé vraiment dans tous les services avec un chariot, un quiz et posez-nous vos questions. On était sans... C'est pas nous qui allions poser les questions aux soignants, quoi. Vraiment, c'était venez nous dire ce qui vous tracasse, comment on peut répondre à votre besoin. Voilà. Et évidemment, c'est passé par des messages clés qu'on a diffusés aussi bien en instance, toutes les instances, mais également auprès des professionnels. C'était premièrement la posture de l'évaluer. Un expert vous pose une question, vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à la reformuler. Et s'il faut, demandez-lui de la reformuler 2 fois, 3 fois si c'est nécessaire. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, reformulez la question, vous avez tout à fait le droit, voilà, vous êtes évalué. Mais pour pouvoir répondre, il faut déjà comprendre ce qu'on vous demande. C'est une des choses. La deuxième chose, et c'était notamment sur le cas individuel, un expert n'allait pas cibler individuellement un professionnel. Savoir ce que telle infirmière dans tel service avait une alliance, que ça allait être écrit comme ça dans le rapport ou rapporté comme ça, ou qu'on allait être mauvais. C'était bien une somme d'évaluation dans différents services, et on s'en moquait un peu de qui portait une alliance à quel endroit. Et puis l'autre mot-clé, c'était de rester professionnel, rester comme on est. Nous, ce qu'on a aussi redit, c'est qu'on ne travaille pas pour la certification, on travaille pour le patient, pour le parcours du patient et pour une qualité et une sécurité des soins au quotidien. Donc, montrez ce que vous faites. C'est bien, pour mieux. C'est pas bien, on va s'améliorer, on va essayer de faire ce qu'il faut pour travailler et voilà, trouver du sens, vraiment pourquoi on attend ça de nous et comment on va le mettre en place derrière dans le service. Et je terminerai juste, si j'ai encore un peu de temps, par la visite de certification, juste pour conclure un peu cette approche évaluation interne, communication et ensuite visite de certification. Donc nous, c'était en avril 2023 sur 5 jours avec 7 experts visiteurs, dont 2 qui ont été présents que sur 2 jours pour les patients traceurs. Donc ça a évidemment énormément mobilisé les équipes puisque sur une même journée en même temps, on avait 7 experts visiteurs sur plusieurs sites, Évreux, Vernon, USFB, à Saint-Michel, la prison. Donc en termes de logistique, pour les pôles, etc., ça a été vraiment quelque chose d'assez difficile à maîtriser, ce qui a aussi pu générer une certaine tension, hein, de réussir à faire en sorte que ça se passe bien, tout le monde, tout en n'oubliant pas que on doit se rendre disponible, mais on doit quand même prendre en charge le patient, faire notre tour de médicaments, etc. Donc vraiment essayer de jouer avec tout ça, avec le message aussi de l'autorité de santé, de se dire, s'il faut qu'on attende, on va attendre, on va essayer de s'adapter. Ils ont été assez compliants, on a pu aussi faire des changements de planning lorsque c'était nécessaire. Mais voilà, en termes de communication sur la visite, on a surtout essayé de faciliter la vie des pôles. En tout cas, nous, on a toujours pris une direction de qualité. On ne parlera pas pour les soignants et les professionnels. Mais on a vraiment essayé d'ajuster les plannings au fur et à mesure avec les équipes pour qu'il n'y ait pas 2 méthodes en même temps qui viennent perturber l'organisation du service et la prise en charge des patients. On a aussi mis en place des débriefings chaque soir, toute la semaine, pour qu'entre professionnels, on puisse aussi venir dire son ressenti, partager en forme de tour de table un peu comment s'étaient passées les évaluations. Et évidemment, pouvoir répondre aux experts visiteurs le lendemain matin s'il y avait des points sur lesquels on était interrogés. Et puis, bien sûr, la restitution planière, on en a parlé, restitution un peu plus solennelle sur tous les constats de la visite à l'issue de la semaine. Alors, pour conclure, donc on a effectivement la théorie, on a un référentiel, on a des exigences avec un objectif d'apporter une appréciation indépendante sur la qualité et la sécurité des soins des établissements de santé. Et en théorie, en pratique, nous, ce qu'il
ce qu'il faut, ce qu'on essaie, c'est d'en apprécier les effets, que ça nous challenge et qu'on soit vraiment dans cette démarche d'amélioration continue, et pas seulement pour cette visite de certification, mais bien au quotidien, pour nos prises en charge et pour notre organisation des soins. Donc nous, ça s'est plutôt bien conclu cette semaine d'avril, on est certifiés, on a eu un certain nombre d'évaluations, mais on a aussi effectivement des axes d'amélioration sur lesquels il faut qu'on travaille. On a quelques-uns qui seront abordés, je crois, au fil de la journée. Mais voilà, l'objectif de cette certification, c'est bien de comprendre aussi que c'est une démarche collective, c'est censé être continu, c'est-à-dire qu'on a souvent cette impression que ça retombe après, mais en réalité, si toutes et tous vous regardez un peu dans vos services, vous faites encore des CREX, vous faites encore des évaluations, des audits de dossiers, on continue, même si on n'étiquette plus ça forcément certification. Notre challenge, c'est bien de rendre ça continu et voilà, qu'on ait cette sensation de toujours questionner ces pratiques et travailler sur ensuite des plans d'action. Et puis, on en profite aussi pour remercier tous ceux qui se sont mobilisés cette visite-là, en tout cas, préparation et tenue de la visite. Voilà, on vous remercie.